Cédric Perrin, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du territoire de Belfort et vice-président de la Commission des Affaires étrangères, des Forces armées et de la Défense du Sénat. Vous êtes là pour parler défense. Dans quelques jours, la loi de programmation militaire va être présentée, son projet tout du moins va être présenté en Conseil des ministres. Le gouvernement se félicite d'ores et déjà d'une remontée en puissance sans précédent des moyens accordés à la défense. Êtes-vous de ce même avis? D'abord, bonjour. Merci bonjour. de m'avoir invité. Écoutez, il est indéniable aujourd'hui que le budget est en augmentation, c'est une évidence. C'était une nécessité absolue, puisqu'on arrive à un moment où il était obligatoire de remonter en puissance, de remonter ce budget afin de pouvoir passer un cap nouveau, parce que je rappelle que nos matériels datent de la guerre froide et qu'il était nécessaire, il est absolument nécessaire de les moderniser. Cette augmentation est également une augmentation que l'on considère comme étant en trompe-l'œil, puisque je rappelle qu'au moment où cette augmentation a eu lieu, on avait d'ores et déjà consommé 85% du budget de cette augmentation. Donc l'augmentation réelle, elle est d'environ 200-300 millions d'euros. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Il y a eu notamment une diminution du budget de 850 millions d'euros qui est intervenue à l'été dernier et qu'il faut évidemment prendre en considération. Il y a eu des reports de charges et il y a eu aussi des annulations, mais en gros il y a 430 millions d'euros qui vont être reportés sur le budget 2018, donc qui vont le grever. Il y a 996 millions d'euros qui vont grever également cette augmentation, qui sont liés au Conseil de défense de 2016 qui avait été fait après les attentats et qui avait mis en œuvre un certain nombre de mesures qui n'avaient pas été financées, donc il va falloir financer. On est déjà à 1,4 milliard, et il y a 200 millions d'euros qui vont être également consommés, qui sont dus au resoclage des opérations extérieures, puisque auparavant les opérations extérieures étaient financées en partie sur le budget de la défense et en partie également sur de l'interministériel. Or le gouvernement ne souhaite plus financer ces opérations extérieures en interministériel, ce qui fait que, évidemment, ça va grever d'autant le budget de la défense. Donc on a consommé, avant d'avoir commencé l'année, 85% de l'augmentation du budget. En tant que parlementaire, vous allez avoir à examiner et à débattre cette LPM. Quelles vont être vos priorités au Sénat ? Écoutez, la LPM va arriver sur nos tables très prochainement. Je pense qu'en février, on va travailler sur la question. L'objectif, c'est qu'elle soit adoptée avant l'été. Je pars du principe que ce sera une LPM qui sera une bonne LPM, puisqu'on ne la connaît pas, donc on ne va pas la juger avant de l'avoir lue. En revanche, l'important et les enjeux de cette LPM, ce sera de savoir si nous aurons les moyens de la mettre en œuvre, compte tenu des annonces budgétaires qui sont faites aujourd'hui, puisque je rappelle que dans un excellent rapport fait par Jean-Pierre Raffarin et Daniel Renner au Sénat à l'été dernier, il avait été très clair que si nous voulions arriver à une base budgétaire correcte, il fallait qu'on ait une augmentation de 2 milliards par an du budget de la défense pour arriver à 2% du PIB en 2025. Or, on n'y est pas, la trajectoire n'est pas celle-là. Aujourd'hui, compte tenu des augmentations qui sont annoncées de l'ordre de 1,7 milliard d'euros sur les prochaines années, on ne sera pas évidemment à 2 milliards en 2025. Donc les enjeux sont importants. Donc est-ce que le budget qui est mis en face de la LPM permettra d'aboutir à une LPM concrète? C'est tout l'enjeu du regard qu'aura le Sénat sur cette LPM. Et puis il faut aussi surveiller Bercy, parce que Bercy a des fâcheuses tendances malheureusement à toujours diminuer les budgets, et donc automatiquement nos militaires s'en trouvent évidemment toujours mis en difficulté. La LPM doit nous expliquer et nous montrer comment et où vont être investis les financements destinés aux armées. On va balayer rapidement les trois armées, je dirais, principales. Pour l'armée de terre, l'enjeu, pour moi, la modernisation de l'armée de terre, et l'accélération de Scorpion, qui est donc tout cet environnement de modernisation de tous nos équipements, tous nos appareils. Donc ça, c'est un des enjeux pour l'armée de terre, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Il y a également tout l'enjeu de la modernisation, on va dire aussi de Sentinelle, puisque Sentinelle a été mis en place dans le cadre du livre blanc de la défense en 2013, mais il n'a pas vocation à durer. Aujourd'hui, Sentinelle s'est installé
s'installer dans la durée. Il faut faire en sorte qu'elle soit le moins prévisible possible et puis qu'elle soit le plus adaptée à la situation. Donc il va y avoir évidemment, je pense, dans la LPM des modifications. Ça, c'est pour l'armée de terre. Il y aura beaucoup d'autres enjeux, mais on a peu de temps. Alors la marine. Pour la marine, ce qui était un enjeu, le porte-avions. Alors il y a un enjeu qui est évidemment le porte-avions, on verra ce que décidera le président de la République. Moi je pense que c'est un enjeu majeur qui fait que si on veut vraiment aller sur un nouveau porte-avions, on n'aura pas 2 porte-avions, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, en tout cas de mon point de vue c'est pas réaliste. En revanche ce qu'il faut c'est arriver à avoir le remplacement du Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui va arriver en fin de vie aux alentours de 2038. Il faut à peu près 10 ans pour faire un porte-avions. On a quand même déjà eu quelques pertes de compétences, donc il faut à peu près 2 à 3 ans d'études, à peu près à 100 millions d'euros par an. Et ensuite on aurait 10 années, à peu près à 400 millions d'euros d'investissement par an pour arriver à obtenir un porte-avions qui puisse être opérationnel au début des années 2030, faire un tuilage avec le Charles de Gaulle, et puis ensuite que ça devienne notre seul et unique porte-avions. Ça, c'est un enjeu, mais l'enjeu, je pense, vraiment de la marine aujourd'hui, et il est majeur, c'est qu'aujourd'hui, la remilitarisation du monde, puisqu'on en entend parler suffisamment, elle se fait essentiellement par la marine. Les Chinois ont fabriqué 80 navires de guerre l'année dernière, un porte-avions, 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 3 sous-marins nucléaires d'attaque. Enfin, c'est une machine monumentale qui est en train de se mettre en place et beaucoup d'autres pays sont en train de se remilitariser. Ils ont beaucoup moins de scrupules que nous, donc il faut être extrêmement vigilant parce qu'aujourd'hui on vit dans une économie mondialisée, une économie de flux et évidemment ceux qui maîtriseront les mers maîtriseront la puissance et l'économie. Donc il faut qu'on soit présent, puisque je rappelle qu'on est le deuxième plus grand propriétaire de zones économiques exclusives dans le monde, à 11 millions de kilomètres carrés qu'il va falloir qu'on défende. Donc moi, un des enjeux de la marine, c'est aussi la remontée de nos moyens dans le bas du spectre, c'est-à-dire sur des opérations qui ne sont pas forcément des opérations militaires, mais des opérations de reprise en compte de notre souveraineté sur nos zones économiques exclusives. L'armée de l'air, avec ce qu'on appelle le système de combat du futur. Il s'appelait le FCAS et il a été francisé, il s'appelle le SCAF maintenant, c'est le système de combat aérien du futur, qui est évidemment un enjeu majeur, dans lequel vont entrer en compte évidemment les drones, voilà, aujourd'hui tout est question d'essayer de savoir de quelle manière le système de combat du futur sera réalisé, autour de quoi, autour de drones, autour de drones de combat, etc., etc. Donc il y a toute une réflexion et ça c'est sans doute l'enjeu de l'armée de l'air pour les années qui viennent, et puis toutes les difficultés qu'on a en termes de formation de nos pilotes, puisqu'on n'a plus suffisamment d'heures de vol à leur consacrer, tous les gros contrats qu'on a eus à l'export, pour notamment la vente des Rafales, ont fait qu'on a des difficultés de soutien à l'export, puisqu'on doit former les pilotes étrangers, et donc ça mange beaucoup d'heures de vol. Donc voilà, tout ça est à réfléchir, et je pense que ce seront des sujets qui seront abordés évidemment clairement dans la LPM. Pour terminer sur ces affaires budgétaires, il y a un point d'inquiétude très fort chez vous, ce sont ces fameux gels de crédit. On en a beaucoup parlé en 2017. Il y a eu in extremis le dégel de 700 millions dont Florence Parly s'est félicitée. Et vous craignez que ces mêmes pratiques plus ou moins insidieuses de la part du ministère de l'économie se poursuivent en 2018 ? Je disais que les intentions du gouvernement sont bonnes, puisque 1,7 milliard d'augmentation du budget, on ne peut pas dire que ce soit négligeable, évidemment. Mais quand on donne d'une main ce qu'on enlève de l'autre, c'est toujours compliqué, puisque de ces 1,7 milliard, il va falloir chaque année maintenant défalquer la participation, enfin en tout cas la prise en compte sur le budget de la défense des opérations extérieures. Et à cela s'ajoute une décision qui a été prise au 1er janvier, de faire en sorte que chaque année, ce ne soit plus 8% du budget des ministères qui soit gelé, mais 3%. Ce qui veut dire qu'en fin d'année, les ministères auront beaucoup moins d'argent à consacrer pour financer des opérations extérieures exceptionnelles qui ont été décidées par le président de la République. Et donc, ça va être le budget de la défense qui va devoir les financer. Et donc, ça va venir en diminution du budget global de la défense. Donc, automatiquement, ça va venir diminuer notre budget, alors qu'il n'était déjà quand même pas en augmentation, aussi grande augmentation que ça. Donc ça, c'est une vraie source d'inquiétude. Et puis l'autre source d'inquiétude qui, pour moi, est une source d'inquiétude majeure et qui risque de nous poser des problèmes importants, c'est évidemment l'article 17 de la loi de finances qui veut que les autorisations d'engagement soient conformes au crédit de paiement. Et ça, dans la défense, c'est quelque chose qui n'est pas possible puisqu'on est sur des investissements à très long terme et des investissements majeurs. Et je rappelle quand même que la défense, le programme 146 dont je suis rapporteur, l'équipement des forces, c'est 80% du budget d'investissement de l'État. C'est 200 000 emplois. Et ça veut dire que si demain, on applique
À la lettre, l'article 17, que j'avais d'ailleurs avec le président de la Commission de la Défense et quelques collègues sénateurs amendé, mais les députés En Marche ont rejeté cet amendement. Et je le regrette parce que c'est une position sans doute idéologique, mais qui va vraiment nous pénaliser fortement. Si vraiment cet article est appliqué à la lettre, nous allons avoir dans la Défense de gros problèmes, puisque nous ne pourrons plus avoir des investissements d'avenir. Le jour où vous vendez, je sais pas, vous achetez 3 MRTT ou 5 Rafales, évidemment, vos autorisations d'engagement vont exploser et ils ne seront plus conformes au crédit de paiement, mais ce sera pour les années futures. Cédric Perrin, vous êtes le co-auteur d'un rapport qui a été remarqué l'an dernier sur les drones. Sur la base de ce rapport, la ministre Florence Parly a décidé en septembre dernier que les drones mis en œuvre par la France, au Sahel par exemple, ou ailleurs, seraient dotés d'un armement. Ce seraient des drones armés, à l'image de ce que font un certain nombre de pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne. Pourquoi faut-il mettre des armes sur les drones? Une doctrine qui n'avait jusqu'à présent pas été acceptée, qui n'était pas celle de la France tout simplement. Écoutez, moi j'ai souhaité faire ce rapport et je dois remercier Jean-Pierre Raffarin d'avoir accepté de me le donner, parce que je suis comme beaucoup de mes collègues, puisque ce rapport a été adopté à l'unanimité des groupes politiques présents au Sénat, particulièrement attaché au fait que nous puissions, en tout cas dans nos opérations extérieures, être efficaces. Et pour être efficace, et peut-être pour que ça coûte un peu moins cher également, il faut avoir le matériel et les capacités qui vont avec. Et donc on a fait ce rapport sur les drones, qui sont pour nous les drones Reaper, hein, puisque ce sont les seuls drones dont nous disposons dans l'armée française, et en mettant en avant le fait qu'il était nécessaire de les armer pour pouvoir justement être beaucoup plus réactifs, pour pouvoir être beaucoup plus, comment dirais-je, conscient du fait qu'il faut limiter au maximum les dommages collatéraux. Et donc, le fait d'armer les drones demain va permettre effectivement d'avoir... La mission d'un drone, la mission initiale d'un drone, c'est de l'ISR, c'est de la surveillance et de la reconnaissance. C'est ça la mission du drone. Mais à la marge, si un drone est armé, comme il a une présence de quasiment H24 au-dessus d'un théâtre d'opération, ça va permettre à un moment ou à un autre de pouvoir intervenir au moment T, et pas de faire... parce qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle existe, c'est que évidemment les opérations de surveillance se font par des drones, mais les drones ne sont pas armés, donc il faut ensuite faire décoller un avion ou un hélicoptère ou en tout cas un moyen pour engager une arme pour pouvoir détruire une cible. Donc il y a une perte de temps, il y a des risques de dommages collatéraux importants, etc. Donc la ministre a été convaincue par ça, et c'est vrai qu'elle l'a annoncé au mois de septembre. Dans votre rapport, vous allez jusqu'à indiquer, suggérer que si l'armée française était dotée de drones en 2008, lorsqu'est intervenu ce tragique épisode de l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan, où 10 soldats français ont trouvé la mort, peut-être alors les événements auraient pu prendre une autre tournure. Peut-être aurait-il pu prendre une autre tournure, nous ne le saurons jamais, et c'est sûrement pas ce que j'ai voulu exprimer dans le rapport. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est que la crainte de nos militaires sur le terrain, notamment à Barkhane, elle est évidemment liée au fait qu'il y a eu Ouzbin, mais en fait leur crainte c'est de se dire à un moment donné, aujourd'hui plus aucune opération militaire ne se déroule sans qu'il y ait des survols par des drones, que ce soit des opérations des forces spéciales ou des opérations des forces conventionnelles. Plus aucune opération. Et donc les militaires qui sont derrière leur joystick et qui pilotent ces drones ont une inquiétude, c'est de se dire à un moment donné on va se retrouver au-dessous d'un théâtre d'opération où nos militaires au sol peuvent être pris à partie et on serait juste là pour faire de la surveillance et on pourrait juste constater l'embuscade sans pouvoir intervenir. Et le fait de pouvoir armer les drones, eh bien, c'est aussi donner la possibilité aux opérateurs et aux pilotes de drones qui sont dans la boîte, d'ailleurs qui sont du 133 Belfort qui est situé à Cognac, eh bien, de pouvoir intervenir, de pouvoir engager des armes et pour pouvoir défendre leurs collègues qui seraient au sol. Donc Ouzbin, pas à dire que ça aurait évité le drame, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une expérience qui nous fait prendre conscience de la nécessité d'armer nos drones pour pouvoir surveiller et intervenir. Doter des drones de capacités d'une force létale, n'est-ce pas ouvrir la porte à certaines dérives ? Il y a évidemment ce que moi j'appelle le syndrome good kill, hein, du nom du film qui a été fait par des Américains, qui montre un petit peu les dévoiements du système qui ont été mis en œuvre par la CIA au Yémen et au Pakistan, où il y a eu des assassinats ciblés. C'est une évidence.
Le problème, c'est que nous n'avons pas en France les mêmes méthodes d'engagement, que nous avons des méthodes qui sont extrêmement organisées, qui sont extrêmement réglementées, et qu'à aucun moment, les services secrets, comme c'est le cas aux États-Unis, je rappelle que Trump, quand il a été élu, avait autorisé la CIA à opérer des drones. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc il y a un certain nombre de garde-fous, et il est nécessaire qu'il y en ait. Et il doit y avoir aussi des comptes qui doivent être rendus à la représentation nationale, c'est aussi ce qu'on a demandé dans le rapport. Voilà. Moi, je pense qu'il est important que nous armions nos drones pour être plus efficaces, et je pense qu'après les attentats de 2015, l'opportunité a été ratée par le président de la République de l'époque de décider d'armer nos drones, parce que je pense qu'un certain nombre de politiques avaient peur de la réaction de nos concitoyens. Eh bien, on a vu là, avec la présentation de ce rapport et avec l'annonce de la ministre de la Défense, que finalement, dans l'opinion publique, c'était parfaitement accepté, qu'il n'y avait pas de difficulté à armer nos drones, comme le font de plus en plus de pays dans le monde. L'Italie, l'Allemagne, même l'Allemagne a demandé que le drone mâle européen puisse être armé. Pas dit qu'il est armable, qu'il soit armé. Armable, pardon, pas armé. Cédric Perrin, merci beaucoup. Merci beaucoup.